Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un concept que j'ai pas fait depuis un bon moment, c'est pas faux, le thread horreur de mes abonnés. Je vais vous partager des histoires qui m'ont été partagées par des abonnés. Ce sont des histoires qui leur sont arrivées soit à eux, soit à un de leurs proches. Je vais essayer de faire un peu plus souvent ce format là parce que c'est vrai que c'est un format que généralement vous aimez bien, que moi j'aime bien faire aussi. Je vous mets le mail pour m'envoyer vos histoires dans la description, vous pouvez aussi me les envoyer sur Insta. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez également pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram, tout est dans la description. Et on est parti pour se plonger dans ces histoires des abonnés. Petite info avant de commencer avec la première histoire, tous les noms que je vais utiliser sont des prénoms fictifs. Je sais pas forcément si les personnes qui partagent leur histoire souhaitent que leur prénom soit utilisé ou pas, donc j'ai pris la liberté d'en attribuer moi-même. Pour cette première histoire, on va donc voir le récit de Lila. Cette histoire prend place alors qu'elle passait des vacances avec son petit ami de l'époque. Son petit ami et elle étaient photographes et ils avaient une passion, l'exploration de lieux qui ont été abandonnés, plus communément appelés sous le nom de urbex. Étant à la recherche de lieux à visiter, le petit ami de Lila lui propose une ancienne maison de retraite qui est maintenant abandonnée. C'était un lieu qui était assez isolé de la ville, pour y accéder il fallait passer par un petit chemin qui traversait des bois, et donc tous deux ils arrivent devant la maison de retraite abandonnée. Ils sont donc au rez-de-chaussée, il y a la réception, là en gros on rentrait dans le bâtiment, et il y avait d'autres pièces également à ce rez-de-chaussée. Lila et son petit ami décident de terminer par cet endroit, ils se disent qu'ils photographieront ce rez-de-chaussée quand ils auront fini leur visite. Ils décident donc de monter à l'étage. Pour ce faire, il fallait emprunter des escaliers et ils arrivent donc au premier étage, là où il y avait des champs. Le lieu était assez sombre, assez creepy, du coup ça donnait des photos qui étaient entre guillemets très qualitatives, qui avaient un vrai cachet. Lila et son petit ami photographiaient des fauteuils roulants qui avaient été laissés à l'abandon, des détails qui pouvaient faire de très belles photos. À un moment donné, alors qu'ils visitaient le premier étage, le couple s'est retrouvé dans une chambre qui semblait assez différente des autres. Elle semblait plus propre que les autres. Il y avait 3 matelas, des vêtements, ainsi que des photos d'enfants, posées sur une étagère. Lila prend des photos, et à un moment donné, un détail l'interpelle. Ce détail, c'est qu'elle voit une ampoule qui est reliée à des câbles, c'est-à-dire qu'elle semble être en état de marche. Ce qui ne devait pas être le cas vu que le lieu était abandonné depuis pas mal de temps. C'est là que une pensée angoissante lui traverse l'esprit, la pensée qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui vivent encore dans cet endroit. Et quelque chose d'encore plus angoissant lui traverse l'esprit, c'est que peut-être que ces personnes sont dangereuses. Il faut savoir que Lila a un réflexe quand elle se sent en situation de danger. Ce réflexe, c'est de ranger son matériel pour prendre des photos, donc appareil photo, trépied, etc., pour pouvoir prendre la fuite plus facilement si jamais le danger est confirmé. Le petit ami, lui, continue un petit peu de visiter la chambre. Lila, elle, qui est assez angoissée, lui demande de partir. Lui la rassure et dit « T'inquiète pas, il n'y a pas de danger, et en plus, il faut qu'on visite encore le rez-de-chaussée. » Il ne se passe rien. Du coup, la pression redescend un petit peu dans la tête de Lila. Le couple décide de s'aventurer au 2e étage de la maison de retraite. Et pour monter, il y avait 2 possibilités. Soit on passait par des escaliers de secours qui se trouvaient à l'extérieur, il fallait passer par un couloir, soit on empruntait les escaliers intérieurs qui se trouvaient à côté des escaliers qui permettaient de redescendre au rez-de-chaussée. C'est la 2e possibilité qui est utilisée, mais le chemin était quelque peu compliqué à pratiquer. Il y avait des planches sur le sol, donc la montée ne se faisait pas sans souci. Une fois arrivé au niveau du 2e étage, le petit ami de Lila essaye d'ouvrir la porte qui est assez encombrée, et là, l'angoisse revient dans le corps de Lila, parce qu'elle remarque que ce qui bloque la porte du 2e étage, c'est un fauteuil roulant qui a été disposé contre la poignée pour bloquer l'accès. Ça, c'est typiquement le comportement de quelqu'un qui vivrait dans les lieux. Là, elle demande encore à son petit ami de partir, mais son petit ami n'a pas envie parce que lui, il veut prendre en photo une pièce en particulière. Une pièce qui a fait la réputation de cette maison de retraite, qui avait été entre guillemets décorée de tags, de peintures, en tout cas il y avait de la décoration sur les murs et il voulait les prendre en photo. Et cette pièce là ne se trouvait pas au 2e étage ni au 1er. La porte du 2e étage est quand même ouverte. Le petit copain arrive quand même à ouvrir la porte du 2e étage, il s'aventure dans les lieux, bien que ce n'est pas là que la pièce qu'il recherche se trouve, il prend quelques photos, et Lila, elle, visite de son côté. À un moment donné, elle entend le bruit d'une porte qui s'ouvre. Là, apeurée, elle se précipite vers son petit ami, pensant que c'était lui qui avait ouvert un lieu, sauf que c'était pas le cas. Son petit ami lui dit que ce n'était pas lui, et là des bruits commencent à résonner dans la maison de retraite. Lila est très mal, son petit ami le remarque et il essaye donc de la rassurer. Il dit que c'est sûrement soit son imagination, soit que c'est un animal qui est peut-être passé par là.
Rien ne se passe de nouveau. Et le couple décide qu'il est temps quand même maintenant de quitter les lieux. Ils ont passé assez de temps dans cet endroit, il est temps de partir. Alors qu'ils sont en train de redescendre rapidement les escaliers pour se rendre vers le rez-de-chaussée, Lila à un moment donné jette un coup d'œil vers la porte de secours qu'elle avait vue. La fameuse porte de secours qui permettait d'emprunter d'autres escaliers. Et cette porte de secours qui était initialement fermée, cette fois-ci elle était ouverte. Le petit ami, ça le choque pas plus que ça. Lui, il veut continuer à prendre des photos, donc au rez-de-chaussée, il continue de faire sa petite visite, à prendre en photo un piano. Lui, il veut rentabiliser absolument sa visite. Lila, elle, est nettement plus sur ses gardes. Et c'est là qu'elle entend un bruit, qui se trouve cette fois-ci à l'étage. Là, immédiatement, Lila est paralysée. Le petit ami, voyant que Lila est vraiment pas bien, décide de jeter un petit coup d'œil, mais il ne voit rien du tout. Il décide de confier quelque chose à Lila. Ce qu'il décide de confier, c'est un couteau, au cas où qu'il y ait effectivement un danger, et qu'elle ait besoin de se défendre, ou en tout cas qu'elle ait besoin d'effrayer une personne qui pourrait lui vouloir du mal. Le petit ami dit à Lila qu'elle a qu'à rester au rez-de-chaussée, lui il va continuer sa visite au rez-de-chaussée et dans les lieux qu'il n'a pas fait pour trouver la fameuse pièce qu'il recherche. Lila patiente, dans le noir, totalement apeurée. Mauvais move de la part de cet ancien petit ami de laisser quelqu'un apeuré dans un lieu abandonné comme ça, seul. Mais passons, le temps passe, en soi c'était pas très long, mais vous vous doutez bien que dans ce genre de circonstances, une dizaine de minutes, ça te semble une heure. Donc à un moment donné, le petit ami revient. Il dit qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, et lui, il veut encore un peu s'éterniser dans les lieux. Lila lui dit « Mon ref, non, j'en peux plus, j'ai une peur qui ne redescend pas, je suis angoissé, on se tire. » Et cette conversation-là, elle est assez forte. Les voix résonnent un petit peu dans le bâtiment. Et c'est là que, dès que Lila a dit qu'il fallait partir, que des sons vont encore se faire entendre. Sauf que cette fois-ci, les sons qui se font entendre, c'est pas des bruits un peu étranges, un peu mystérieux, des trucs qui résonnent ou quoi. Ce sont des bruits de pas. Des bruits de pas qui viennent de l'escalier qu'ils ont emprunté pour monter et descendre. Et au son, on entend clairement que la personne à l'origine de ces bruits de pas est en train de descendre vers le rez-de-chaussée, là où se trouve Lila et son petit ami. Évidemment, là, ni une ni deux, le couple, ils se barrent. Ils repartent en courant rapidement, ils arrivent à revenir dans leur voiture sans souci. Et une fois qu'ils sont dans la voiture, là le petit ami va faire quelques révélations. Pas des trucs de fou, mais en gros des révélations par rapport à lui-même. Il va dire que lui était totalement flippé, que quand il a visité la maison de retraite pour trouver sa peinture, il a entendu des bruits aux alentours, qu'il était totalement paniqué, mais qu'il ne le montrait pas Lila pour qu'elle ne soit pas encore plus apeurée derrière. Le couple est reparti tranquillement, sans souci, et c'est là que cette histoire se termine. Dans les conclusions de Lila, elle pense que il y avait certainement quelqu'un dans cette maison de retraite abandonnée, peut-être une personne mal intentionnée, ça on n'en a aucune idée, ou alors peut-être un sans-abri qui avait une famille, d'où le fait qu'il y ait des photos d'enfants, et qui s'était réfugié dans cet endroit, l'endroit étant abandonné pour avoir un toit sur la tête et pour pouvoir essayer de vivre du mieux qu'il pouvait. Bien qu'il n'y ait pas eu de confrontation directe avec un individu, qu'il soit dangereux ou pas, cette expérience-là est l'expérience la plus traumatisante que Lila a pu vivre, et on peut le comprendre totalement. Je suis d'accord sur le fait que, en étant dans un endroit comme ça, abandonné, isolé, ou si jamais on crie, un peu comme dans les films aliens, personne ne nous entend crier, et je pense que ça rajoute une angoisse supplémentaire. En plus de ça, Lila devait se sentir très seule parce que son petit ami, au moment, même si lui avait peur, ne la soutenait pas vraiment dans son angoisse. Il était plutôt à dire que ses angoisses étaient infondées plutôt que de vraiment l'écouter et lui dire « t'as raison, on va partir ». Ensuite, le mystère qui est dans cette histoire, bien sûr, c'est quelle était l'origine de ces bruits. Ça se trouve, il y a des origines totalement anodines, c'est-à-dire que c'était peut-être un rat, peut-être ce genre de choses, ou enfin il n'y avait rien de problématique, peut-être que c'était quelqu'un qui n'était nullement intentionné. Alors Lila n'a pas évoqué cette théorie-là, mais peut-être que c'était un ou des explorateurs, comme eux, qui étaient là pour visiter, ou peut-être que c'était du coup quelqu'un qui vivait là, qu'il soit mal intentionné ou pas du tout. En tout cas, merci à toi Lila pour le partage de ton témoignage. J'espère que je retranscris au mieux ce qu'il t'est arrivé et comment tu t'es senti pendant cette expérience. Je te remercie encore une fois. Et maintenant, on va passer au témoignage suivant. On va maintenant voir un témoignage assez court, mais que j'ai voulu partager parce que c'est une histoire qui, moi, personnellement, m'a fait un petit effet. C'est pas une histoire qui est arrivée directement à la personne qui m'a partagé ce témoignage, c'est quelque chose qui est arrivé à son père. Donc, je vais attribuer un nom au père de mon abonné, on va l'appeler Tony. Alors,
Tony et sa famille vivaient dans la campagne. Et dans la campagne où cette famille vivait, eh bien il y avait des routes isolées, parfois assez longues, très peu éclairées. Et sur la route où se passe l'histoire, on est de nuit, et pas très loin il y a une rivière et les rails d'un train. Quand je dis que l'histoire se passe de nuit, c'est que ça se passe très tôt le matin, aux alentours des 5 heures. Il se rendait au travail en voiture, et il avait à peine 5 minutes de route. Et il devait traverser une route où il pouvait rouler assez vite. Et alors qu'il était en train de rouler, il voit au loin une voiture qui a arrêté près d'un fossé. Alors qu'il est en train de s'approcher, évidemment il ralentit, il remarque que les feux du véhicule sont allumés. Du coup, pensant qu'il y a peut-être un problème, Tony s'arrête à côté du véhicule. Il inspecte un petit peu ce qui se passe et il voit que le véhicule est limite laissé à l'abandon, mais comme si on avait fui le véhicule. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tout est allumé. Il y a de la lumière, la radio, vraiment comme si quelqu'un venait de se servir du véhicule. Tony sort de sa voiture, il demande s'il y a quelqu'un, et c'est là qu'il entend une réponse à sa question. Sauf qu'il n'entend pas la réponse « oui, je suis là »,« oui, qu'est-ce qui se passe » ou quoi que ce soit. Ce qu'il entend, c'est un son humain, comme si quelqu'un essayait de parler, mais qu'il était bâillonné, qu'on l'en empêchait. Tony fait le tour du véhicule, et il ne voit personne. Il redemande une nouvelle fois s'il y a quelqu'un, et il se rend compte cette fois-ci que le son vient du fossé qui se trouve à côté de là où était le véhicule. Il s'approche donc du fossé, et là il voit quelqu'un. Une personne qui est allongée sur le sol, le visage contre la terre. Immédiatement, Tony demande si la personne va bien. Première pensée qu'il a, c'est que ce mec est un mec bourré qui est un peu tombé dans les vapes. Du coup, il s'approche de lui, il le retourne, ce serait bête qu'il s'étouffe avec de l'herbe. Et c'est là qu'il voit que l'homme se trouvant dans le fossé a les mains ligotées. Il a la bouche en sang, Tony immédiatement est choqué, du coup il fait quelques pas en arrière, et il se rend compte qu'en fait, cet homme avait ce qu'on appelle le sourire de l'ange. Si vous ne savez pas ce que c'est une plaie qu'il y a à la bouche des deux côtés de la lèvre. La taille des plaies peut varier, ça peut aller parfois jusqu'aux oreilles, et en fait on appelle ça le sourire de l'ange parce que quand la plaie cicatrise, ça forme une sorte de sourire. Évidemment, la réaction de Tony a été claire et nette, il a volé le mec et il s'est barré. C'est faux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé la police et les pompiers. Tony est resté avec la personne blessée le temps que les services de secours arrivent. Quand les services de secours sont arrivés, ils ont un petit peu inspecté les lieux et ils ont retrouvé un peu plus loin un couteau. Certainement que la personne qui avait infligé la douloureuse sévice à l'homme sur le sol avait utilisé ce couteau et s'était ensuite barré très loin. Tony a été appelé plus tard pour témoigner auprès des services compétents, sauf qu'il n'a jamais su derrière ce qu'il était advenu de cette affaire. Est-ce qu'on aurait aimé être à la place de Tony et tomber sur ce genre de spectacle? Pas sûr. D'un côté, quand tu arrives au taf derrière, ça te fait une bonne histoire à raconter. On espère que la personne qui a maintenant un sourire permanent va bien. Est-ce que la personne qui lui a fait ça est arrêtée? Ça, c'est le mystère de la vie. Ça se trouve, il est à côté de chez toi. Merci à toi qui m'as partagé ton témoignage. Je pense que cette expérience restera dans la mémoire de ton père pendant un sacré bout de temps. Et même si tu l'as pas vécu toi, je pense que ça va te rester en anecdote à raconter assez longtemps. On va conclure avec un dernier témoignage. Le principe d'une conclusion, vous me direz. Ça va être le témoignage raconté par quelqu'un que je vais appeler Stacy. Stacy avait 7 ans et elle habitait dans le pays d'où elle vient, son pays natal, l'Ouzbékistan. Elle vivait dans un coin assez désertique, où il y avait peu d'habitations, qui était assez isolé d'ailleurs, et son père travaillait dans un endroit qui se trouvait non loin. Ce père de famille avait un terrain assez vaste, terrain qui permettait en soi aux enfants de construire des cabanes pour s'amuser. Le père avait donc son usine, il a embauché quelques employés, et un des employés s'appelait Bali. C'est pas son vrai nom, et j'ai pas eu d'inspi là tout de suite. Ce fameux Bali était un jeune homme discret, assez simple, et c'était quelqu'un de très perfectionniste vis-à-vis de son travail. Il était soucieux de bien faire ce qu'on lui demandait. Lui habitait dans une maison avec sa mère, et Stacy avait l'habitude de jouer dans son jardin. Bali était un employé qui travaillait pour le père de Stacy depuis longtemps, donc il était connu. Non pas qu'il était une célébrité, mais en gros c'était une personne connue pour Stacy. Un jour, Bali est allé voir de manière assez affolée le père de Stacy. Il semblait paniqué et totalement désemparé. Évidemment, Stacy étant petite, elle ne se préoccupait pas forcément des affaires qui concernaient les adultes. Et les adultes ne l'incluaient pas forcément non plus dans leurs affaires. Sauf que Stacy dit qu'elle a senti quelque chose à ce moment-là. Peut-être que vous connaissez ce sentiment, même quand vous êtes enfant, quand il y a quelque chose de grave qui se passe, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Vous comprenez pas forcément quoi, mais vous sentez que ça pue. Donc Stacy regardait un petit peu son père parler avec Bali, elle regardait au loin sans comprendre ce qui se passait. Avec le recul maintenant, qu'elle est plus grande et qu'on lui a raconté aussi ce qui s'était passé, le fameux Bali était venu voir le père de Stacy pour dire que sa mère avait disparu. Comme ça, du jour au lendemain. Comme si elle avait pris la route et sans donner de nouvelles à personne,
elle avait disparu comme ça dans la nature. Sauf que c'était quelque chose d'inhabituel, parce que si elle était partie comme ça, elle aurait organisé son départ. En plus de ça, la mère de Bali était quelqu'un de très attaché à sa vie. Elle était attachée à sa maison, donc en soi, le fait qu'elle disparaisse comme ça n'avait aucun sens. Donc sa disparition n'est pas attribuée à son dû, c'est-à-dire que la mère de Bali s'est dit qu'elle allait partir d'elle-même. Bali pense que une tierce personne est potentiellement responsable de cette disparition. La police a été prévenue, sauf que, alors je ne connais pas la qualité de la police en Ouzbékistan, mais de ce que dit Stacy, la police là-bas est assez inefficace et corrompue. Donc autant dire qu'il n'allait pas s'impliquer grandement dans la disparition de la mère de Bali. Apparemment, le meilleur moyen d'augmenter ses chances de retrouver quelqu'un de disparu, dans notre cas, c'est d'enquêter soi-même. Et c'est ce que Bali a donc fait. Il a cherché sa mère partout, d'abord aux alentours de sa maison, puis en allant voir des connaissances de sa mère, et le temps a passé, quelques semaines, et forcément les pistes commençaient à s'épuiser. Il a décidé d'aller vers la grande ville du coin, pensant dans un dernier espoir qu'il allait peut-être trouver d'autres indices, mais malheureusement pour lui, il n'a rien trouvé. Il n'avait plus aucune piste. Évidemment, Stacy et sa famille étaient assez accablés de cette perte, de la situation dans laquelle se trouvait Bali, perdre sa mère sans savoir ce qu'elle est devenue. Mais ce qui a inquiété d'autant plus Stacy et sa famille, c'est que il y a une hypothèse qui existait dans les causes de la disparition de la mère de Bali. C'est que elle a peut-être été assassinée. Donc évidemment, dans ce contexte-là, c'est pas un sentiment de sécurité qui prédomine. Donc évidemment, le scénario que tout le monde préfère imaginer, c'est que la mère de Bali a décidé de tout plaquer pour s'enfuir. Et évidemment, généralement, quand on change de vie, c'est pour du mieux. Donc, les gens préféraient se dire qu'elle était partie d'elle-même et qu'elle était maintenant heureuse là où elle était. Stacy ne saurait pas dire combien de temps s'est écoulé après tout ça, après le jour où quelque chose l'a traumatisé. Mais en tout cas, il s'est passé suffisamment de temps pour que, on va dire, le calme reprenne sa place et que Stacy se sente de nouveau à l'aise d'aller jouer dans le jardin de Bali et de là où vivait sa mère également. Donc Stacy est en train de jouer dans le jardin, elle avait des petits objets pour faire des petits châteaux dans l'herbe, et il se trouve que, étant au printemps, la terre était malléable. Au début, Stacy ressent un sentiment de malaise. Elle a l'impression qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle ne devrait pas être ici, parce que elle a ce sentiment que quelque chose ne va pas. Au bout d'un moment, ce fameux sentiment disparaît et Stacy commence à prendre du plaisir en jouant. Elle n'est plus mal à l'aise, elle kiffe. Et à un moment donné, alors qu'elle est en train de jouer et qu'elle remue la terre, elle tombe sur une sorte de fil électrique. Étant enfant, curieuse, son réflexe en voyant ce fil électrique, c'est de tirer dessus. Sauf que, rapidement, elle a compris que la chose qu'elle tirait, c'était pas un fil électrique, c'était une main humaine. Apeurée, Stacy a hurlé. Et c'est là que les choses se sont passées, selon ce qu'elle dit, très vite. C'est assez confus dans son esprit. Forcément, c'est quelque chose d'assez traumatisant, je pense qu'on peut le comprendre. Mais en gros, la police a découvert que c'était Bali, qui avait en réalité assassiné sa propre mère. Il l'a pas assassiné par vengeance ou parce qu'il avait un mobile particulier. C'est juste que, au-delà de cet aspect amical, discret, que Bali montrait en face de la société, en privé, c'était quelqu'un d'assez violent. Et un soir, il était ivre, et c'est là qu'il a commis l'irréparable. Après avoir commis son acte, il a enterré le corps de sa mère très mal, c'est-à-dire que il ne l'a pas enterré profond, sinon Stacy ne l'aurait probablement jamais trouvé. Et évidemment, suite à cette expérience traumatisante, Stacy s'est posé pas mal de questions. Est-ce que Bali se souvenait d'avoir tué sa mère, vu qu'il était ivre? Pourquoi il l'a cherché pendant aussi longtemps? Pourquoi l'avoir enterré dans le jardin? Des questions qui demeurent pour elle encore sans réponse. Et Bali, lui, a été arrêté et emprisonné. Je te remercie du fond du cœur, Stacy, de m'avoir partagé ton histoire. Si tu te reconnais, je pense que si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras vis-à-vis de cette histoire parce qu'elle est assez folle, assez particulière. Si on peut essayer d'apporter quelques éléments de réponse aux questions que tu te poses, pourquoi Bali, en tout cas la personne à qui j'ai donné ce nom, a cherché sa mère pendant autant de temps? Alors soit peut-être qu'il ne se souvient pas de son geste et du coup il cherchait vraiment sa mère, soit pour moi il cherchait simplement en fait à masquer ses traces, parce que une mère généralement c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un à qui on tient, donc si la personne disparaît comme ça du jour au lendemain, c'est pas en une semaine que tu vas passer à autre chose, tu veux savoir ce qui s'est passé, et je pense que il a essayé d'avoir la réaction la plus logique dans ce genre de situation. Pourquoi l'avoir enterré dans son jardin? Parce que je pense que si tu fais un meurtre et que tu n'avais pas forcément prémédité ton geste, tu ne sais pas nécessairement comment cacher un corps. Tout le monde n'est pas
un tueur aguerri, tout le monde n'est pas un tueur en série. Je pense que bien que Bali ait commis l'irréparable, il n'était pas quelqu'un qui aurait été, je ne sais pas, comme John Wayne Gacy ou comme d'autres tueurs en série très connus. Je pense qu'il a fait ce qu'il a fait, il n'a pas prévu de suite, donc il est allé dans la facilité, si on peut dire, dans la facilité et dans la panique. Donc il s'est dit, je vais essayer de masquer les traces au plus simple, donc c'est-à-dire dans ce jardin. Je pense pas qu'il s'est dit une seconde, faudrait que je coupe les membres et que je les fasse fondre dans de l'acide et que je les enterre à des endroits différents. Tout, je pense pas. Ça, c'est une mentalité de plus, je pense, de tueurs en série, des tueurs en série qui ont eu ce genre de comportement. Pour lui, je pense plus qu'en fait il a fait ça sous l'effet de la panique. En tout cas, merci encore pour le partage de ton histoire. Et j'espère que bien que ce soit quelque chose de traumatisant, c'est pas quelque chose qui hante encore aujourd'hui tes pensées au quotidien. Voilà les amis, on en a fini pour ces histoires. J'espère que ce sont des histoires qui vous ont plu. Moi en tout cas, je les ai beaucoup appréciées. Je sais pas si le terme apprécié est très adapté à ce genre de situation, mais je pense que vous me comprendrez. En tout cas j'espère, sinon je vais passer pour un tordu et c'est pas mon but. Merci encore du fond du cœur à ceux qui m'ont partagé leurs histoires. Merci également à tous ceux qui m'envoient leurs histoires régulièrement. Je vais essayer d'en repartager le plus possible en proposant plus de threads d'horreur des abonnés. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires. Le mail, je le rappelle, est dans la description. Vous pouvez aussi me les envoyer sur Insta. Tout est de toute manière dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!